La presse régionale et nationale annonce des pertes de navires et d'avions alliés énormes. Mais passe sous silence bien sûr les pertes allemandes. 106 avions alliés ont été abattus. Sur la plage, les restes de 29 chars Churchill, 4e Calgary Régiment, dont c'était le baptême du feu, jonchent la grève. Ils avaient débarqué avec 15 minutes de retard sous une grêle d'obus. Ils furent neutralisés par les tirs des batteries allemandes, mais également, pour la majorité d'entre eux, les galets et la destruction de leurs chenilles. Sept seulement ont réussi à franchir le parapet front de mer, pour manœuvrer ensuite sur l'esplanade, à partir de laquelle ils arrosaient les défenses ennemies jusqu'à épuisement des munitions. Ils étaient accompagnés également de 7 scouts, d'une jeep et d'un Braine Carrier. Jamais les Canadiens ne subiront autant de pertes dans une division en une seule journée pendant toute la guerre en Europe. Ils ne sont cependant qu'une partie des 45 000 Canadiens tués au combat au cours du conflit. Les Canadiens ont laissé entre les mains de l'ennemi 1306 prisonniers. 2000 hommes au total sont faits prisonniers. Parmi eux, le général Soussam, les lieutenants-colonels Merritt, Labatte, Jasperson et Cato. Les Allemands vont faire regrouper les morts par des civils dieuppois, des volontaires, pour ramasser les corps qui s'échouent pendant plusieurs jours sur les galets et inhumés à la hâte dans les cimetières communaux. La menuiserie Baudelot de Arc-la-Bataille fournira les cercueils pour tous ces Canadiens. L'usine marchera à plein régime, jour et nuit. Sur l'ordre de l'officier allemand, responsable des sépultures sur le front de l'Ouest et sous la pression anglaise, les corps seront exhumés, puis inhumés de nouveau au tout nouveau cimetière des Vertus. Ils sont 787 à reposer à Dieppe, aux côtés de 172 tués dans les combats de 1940 et 1944. Parmi eux, 2 Français, un Australien, 3 Polonais, 4 Néo-Zélandais sont enterrés avec eux.
À la tombée de la nuit, la flotte rejoint l'Angleterre. Le bilan humain est désastreux. À terre, sur les 6000 hommes engagés, les pertes sont de 3627 hommes, morts, blessés ou prisonniers. La marine a perdu 550 hommes. L'aviation, 153 hommes, dont 113 tués. Les Rangers, 13 hommes. Le total des tués, toutes armes confondues, serait de 1255. Les pertes humaines pour les Canadiens sont terribles. 3367 hommes sont morts, blessés ou prisonniers. À la tombée de la nuit, toute la flotte d'attaque a rejoint l'Angleterre, avec le bilan humain désastreux que l'on connaît. Le destroyer Berkeley a été coulé. 30 pays de débarquement ont connu le même sort. Un matériel important a été abandonné sur les plages. Anti-chars, armes légères, landing craft. 37 soldats allemands ont été ramenés prisonniers en Angleterre. Sans avions ont été détruits par un raid de bombardiers. Les Allemands, quant à eux, auraient perdu environ 600 hommes et blessés. Les chiffres réels n'ont jamais été publiés. Néanmoins, les Alliés ont abattu 48 avions, une batterie lourde, la Varangeville, un dépôt de munitions, une batterie de DCA ont été détruits. Les Allemands finiront par détruire le casino. Destruction qu'ils avaient commencée avant le 19 août, et les immeubles du front de mer, pour élargir leur champ de tir. Des ouvriers volontaires, car il faut bien vivre, et échapper au STO, mais surtout des ouvriers requis. Français, Belges, Hollandais, et des prisonniers de guerre, véritables esclaves. Ce que la presse cache, ce sont les réquisitions et pillages effectués par les Allemands. Fourrage, grains, bovins, ovins, chevaux, pommes de terre, légumes, laitage, métaux non ferreux. Des machines-outils aux chevaux et aux objets d'art. Tout prend le chemin de l'Allemagne. Sur place, l'occupant réquisitionne également, pour ses besoins locaux, avoine, bicyclettes, etc. Tout ce qui est métal disparaît. Les statues de Vauquelin, de Saint-Saëns partent à la fonderie. Des trains complets de denrées et de matériel pillé roulent vers l'Allemagne. Refusant l'argent que lui offrent les autorités allemandes, ainsi que la croix de fer que l'occupant voudrait décerner à Dieppe, pour saluer le fait que les habitants n'aient pas pris part au raid, le maire de Dieppe demande en échange la libération des prisonniers de guerre, originaires de Dieppe. Pour récompenser l'attitude prétendument amicale des Dieppois envers les troupes allemandes, 1800 prisonniers de guerre de Dieppe et de la région sont libérés de leur stalag. Il semble qu'en réalité, ils ne seront que 1581 à arriver à Dieppe. C'est la seule conséquence heureuse de ce raid. Les bombardements alliés s'intensifient
dans le cadre de la préparation au débarquement du 6 juin. De nuit comme de jour, les sirènes d'alerte mugissent. Le 25 février, bombardement de nuit. Plusieurs immeubles sont touchés et une drague est coulée. 13 avril, puis du 18 avril au 24 avril, pendant 6 jours consécutifs. Les bombes explosives et incendiaires font 3 tués. Le 3 avril 1944, les résistants font sauter 14 locomotives au dépôt de Dieppe par une équipe de 5 hommes du réseau Léopard. L'oppression allemande atteint son paroxysme. Vol, réquisition frappe toute la population. Le 31 août 1944, 3h15 du matin, d'énormes explosions déchirent la nuit. La fumée des explosions envolées, les Diepois découvrent les dégâts. Le château est partiellement détruit, la mairie est détruite, le pont Colbert est détruit sur 12 mètres, le quai Henri IV est endommagé ainsi que la gare maritime. La poissonnerie de détail est détruite, la centrale électrique est endommagée, le quai du carénage dans l'avant-port est endommagé, le quai de la Darse, aujourd'hui réuni au quai du Ken, est détruit, projetant des débris sur les immeubles. Le quai de la Marne est détruit, le quai de la Somme également. Le pont provisoire sur l'Arc est détruit. Malgré leur hâte de s'enfuir, les Allemands raflent les otages sur leur chemin. À Arc-la-Bataille, 7 ouvriers agricoles sont requis pour leur attelage. On retrouvera les corps de Ernest Bisson, Abel Caffel, Jules Duhamel, Julien Boucard, Gérard Fabry, Roland Parrain et André Housset. Ils seront massacrés à Esmont, dans le Pas-de-Calais. Les éléments de reconnaissance de la 2e division canadienne, qui ont fait la moitié du chemin Rouen-Dieppe la veille, s'approchent de Dieppe. Il est convenu que les bombardements navals et aériens seront lancés dès l'arrivée des premières unités devant Dieppe. Le 1er septembre 1944, des éléments de pointe du 14e Canadian Hussards parviennent à entrer en ville et constatent que les derniers Allemands sont partis la veille, sans avoir saboté nombre d'installations portuaires. Ces 2 motocyclistes anonymes, peut-être Pédon et Sauter, sont les premiers soldats alliés à libérer Dieppe. Les bombardements sont annulés. Tous les habitants sont dans la rue. Ils sont 3000 qui ont refusé d'évacuer et attendent leur libérateur. Les Saskatchewan, les Cameron, les Mont-Royal, les Royal Régiments, les Hamilton, les Essex entrent en ville. Parmi les soldats, certains ont effectué le raid le 19 août 1942. Et c'est avec une grande émotion qu'ils n'ont fait qu'apercevoir en ce terrible jour. Tous les journaux parus sous l'occupation sont ou seront interdits. Cette décision entraîne la disparition de la Vigie de Dieppe. Le premier numéro de la Vigie Nouvelle, gratuit, relate avec émotion les premiers instants de l'arrivée des Canadiens. La fête est terminée. Les Canadiens découvrent les lieux où leurs camarades ont été tués 2 ans plus tôt. Le port est remis en état rapidement, afin de fournir une liaison directe avec l'Angleterre. Le 3 septembre, la 2e division d'infanterie canadienne défile tout entière dans Dieppe. Tout ce que la ville compte d'habitants est dans la rue, et ceux réfugiés dans les villages alentours sont revenus pour fêter nos libérateurs.
Une semaine après sa capture, le port de Dieppe est à nouveau en action. « 6 000 tonnes d'approvisionnement sont déjà débarquées. En octobre, 300 000 tonnes de ravitaillement d'hiver arrivent à Dieppe. Il y aura aussi un grand moment d'émotion lorsque les Canadiens vont se recueillir sur les tombes de leurs camarades. Autre moment d'émotion lorsque les anciens prisonniers de guerre remettent aux Canadiens leurs fanions en remerciement de leur libération anticipée. Provisoirement est élevée à l'entrée du bassin du Canada une passerelle de bois qui permet le passage des piétons. Par manque de crédit, on se contente de sauver ce qui peut l'être et de boucher les brèches des quais avec des sacs de sable. Le pont Colbert ne sera ouvert que le 13 juillet 1946.